on n'entendit plus jamais parler des problèmes de la population. Enfin bon, il y a eu un truc un peu comme ça. Et merci. Et alors ça, j'ai arrêté ça tout de suite. Je me suis dit, je vais jamais, non, je peux pas. Je peux pas. Donc je voulais partager cette hésitation avec vous. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas où vous êtes, ni où nous sommes ensemble. C'est peut-être, il y a un peu de théâtre, on est d'accord. Est-ce que c'est un colloque? Alors non, je ne sais pas un colloque. Alors c'est pas un colloque, et puis alors je vous montrerai ce que c'est qu'un colloque à la fin. En fait, on va finir là-dessus. Ça serait un colloque, d'ailleurs, ça ne se passerait pas comme ça. Je vous dirais, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si les commissions de participation des habitants sont réellement des lieux de participation. Vous voyez? Alors, regardez la gestuelle, c'est assez limité. Un peu du gâchis au théâtre des Carmes, quand même. Vous avez d'ailleurs deux gestuelles de complémentaires. C'est la gestuelle d'acceptation, c'est-à-dire que vous êtes à la tribune, vous voulez montrer à toute la salle que vous êtes d'accord avec ce qui se dit, donc vous faites comme ça. Et puis la gestuelle de dénégation, vous n'êtes absolument pas d'accord, vous faites... Voilà. Ce sont des rituels très fins, très fins, très subtils. Enfin, bon, voilà, vous voyez, c'est très serré, tout le monde les maîtrise hein, dans un colloque, on verra ça après. Alors, j'en ai fini par me dire que c'était une conférence gesticulée, ou une conférence où je peux balancer plein de mauvaises foi. Je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que tout ce que je dirai à partir de maintenant n'est qu'un tissu de mensonges. Vous êtes prévenus. Oui, c'est rare. Je me suis dit, je vais pouvoir dire, je sais pas moi, Malraux, fasciste. Vous voyez, je dirais pas ça dans un colloque, vous voyez, je ne dirais pas comme ça. Dans un colloque, je dirais au fond, mesdames et messieurs, on peut se demander si André Malraux, quand il pense son ministère en 1959, a un vrai grand dessin culturel déjà. Vous voyez, ça veut dire la même chose, mais je ne sais pas de voilà. On va pouvoir commencer en fait. Comment toute cette histoire de chou-fleur a-t-elle commencé? Ça a commencé avec un coup de téléphone. Tita. Allô. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais souhaité parler à mademoiselle Faure, s'il vous plaît. Mademoiselle Christiane Faure. Et qu'est-ce que vous lui voulez, mademoiselle Christiane Faure? Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, je souhaiterais que vous me la passiez parce que j'ai besoin de la rencontrer je voudrais l'interroger. Enfin, voilà, le ministère de la Jeunesse m'a demandé une mission, enfin un travail. Enfin, je veux dire, il faut que je fasse un rapport. Enfin, écoutez, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je rencontre mademoiselle Faure parce qu'elle a été en 1945 à l'initiative de quelque chose de très important en France qui s'est appelé la direction de l'éducation populaire. L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu. Cela n'intéresse plus personne aujourd'hui. C'est une histoire terminée. Au revoir. Clac. Ça commençait pas bien, si vous voulez. Il fallait absolument que je rencontre mademoiselle Faure, 94 ans, belle-sœur d'Albert Camus. Il fallait que je passe ce filtre, je ne sais pas qui était ce vieux bonhomme, j'ai rappelé. Écoutez monsieur, il faut absolument... Venez demain à 10 h. L'adresse est dans le bottin. Le code c'est AG448. Je suis allé. J'ai sonné. La porte s'est ouverte et là, mesdames et messieurs, j'ai vu une vieille dame. Mais vieille. Courbée en deux à angle droit sur une canne. Cassée. Qui m'a regardé par en dessous et qui m'a dit « Alors, vous avez trouvé tout seul ?» Tout ce que j'ai gagné, mesdames, messieurs, à l'avoir appelé monsieur pendant 1 heure, c'est qu'elle a refusé que je l'enregistre. Et donc, ce que je vous raconte est de mémoire, et j'en ai perdu. Elle m'a cuisiné une journée, je n'ai pas pu lui poser une seule question. Elle m'en a posé 2000. Elle a voulu tout savoir sur moi, tout. Je me suis fait interviewer. Je lui ai raconté toutes mes ex, les unes après les autres, ça m'a permis de repasser un peu. Est-ce que j'étais marié, est-ce que j'avais un enfant, est-ce que j'étais toujours avec sa mère, ah bon, et qui est parti avec l'enfant, et pourquoi c'est elle qui a gardé l'enfant et pas moi, et c'était quand? J'étais longtemps, ça, ah bon, il y a eu qui après? Ah bon, mais bon, voilà. J'ai fait 20 ans de ma vie conjugale.
Et je suis parti. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain. Je me suis demandé pourquoi elle avait fait ça. J'ai fini par comprendre après. Je crois que Mademoiselle Faure voulait savoir si j'étais du côté de la vérité ou du côté du mensonge. Si elle avait pu soupçonner un seul instant que j'étais du côté de la vérité, elle ne m'aurait rien dit. Rien. Et c'est quand elle a été certaine que j'étais un menteur qu'elle a accepté de me confier ce qu'elle avait à dire. Il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'à cette époque, j'étais prophète. Prophète salarié, enfin, je veux dire, prophète officiel, prophète professionnel. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça sur ma fiche de paye, on est d'accord. Ça s'appelait directeur chargé du développement culturel, de la communication, des actions de prospective et de formation. Je travaillais à la Fédération nationale laïque pluraliste cogestionnaire démocratique unitaire de la jeunesse sociale, civique, citoyenne et culturelle de France, la FNMCT, VVKFCTFF, où mon travail consistait à dire la vérité, c'est-à-dire à aller chercher la vérité officielle, là où elle s'élabore, au niveau du pouvoir dans les ministères, et puis à venir la délivrer à la base, on appelle en France la base, des gens, par exemple, qui sont assis dans un bureau au centre social Jacques Prévert, mais qui disent qu'ils ont les deux pieds dans la boue et les deux mains dans le cambouis. Vous voyez, c'est une métaphore du social qu'ils utilisent souvent. Et donc, mon travail consistait à aller dire à la base, à aller donner à la base, au terrain, au cambouis, je ne sais pas, les mots que le pouvoir souhaitait que l'on utilisât désormais pour désigner le réel, la réalité, le monde. Vous voyez, ça se renouvelle assez vite. Et donc, si vous n'êtes pas au courant, comme ces mots sont la clé de l'argent que le pouvoir va accepter de vous donner, la subvention, si vous voulez avoir la subvention, il faut la demander avec les mots que le pouvoir veut que vous utilisiez. Vous comprenez le système. Donc, mon travail était très très utile. Enfin, je veux dire, je permettais à la base d'avoir de l'argent. Par exemple, pour prendre un exemple, vous prenez des pauvres dans une banlieue, c'est un mot qui a quasiment disparu, vous remarquerez. Alors, vous prenez des pauvres. Avant, il y a quelques années, on les appelait des exploités. Alors, ce terme avait l'immense désavantage de désigner ces gens non pas comme un État, mais comme le résultat d'un processus. Donc c'était un mot qui faisait penser. Alors évidemment, quand vous dites de quelqu'un que c'est un exploité, immédiatement, il y a un exploiteur. Quel est le salaud qui exploite ce mec? Vous voyez le système. Évidemment, à partir du moment où le pouvoir vous demande de l'appeler non plus un exploité, mais un défavorisé, c'est pas la faute à personne, il n'a pas eu de bol. T'en es pas de la faute des patrons si ce mec n'a pas de peau. Enfin, je vous le dis, moi, il est né du mauvais côté, voilà, il est né chez les exclus. Alors, exclu est très bien, puisqu'il n'y a pas d'exclueur. Exclu n'est pas un processus, vous ne vous en rendez pas compte, bien sûr, mais c'est un état. Vous êtes exclu, vous naissez exclu. Vous n'avez qu'à naître autre chose, vous n'avez qu'à naître dans le 16e.